Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue chez vous, bienvenue dans Les Vraies Voix, bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette dernière ligne droite de la semaine. Avec du froid. Ça va Philippe David? C'est la plus belle semaine qu'on ait faite depuis le début de la saison dans Les Vraies Voix. Hier, vous m'aviez dit que j'étais votre Dieu vivant. Elisabeth Lévy m'a aujourd'hui, qualifié je de génie. Ah bon? Donc, l'émission n'est réussie que lorsqu'on dit du bien de lui. C'est ça, Oui, c'est ça. Vous avez remarqué que tout tourne autour de lui quand même, Philippe David. C'est dingue, c'est ma vie, mon œuvre. Bienvenue chez moi. Mais même la terre et le soleil. Oui, c'est vrai, absolument. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On va forcément traiter de l'actualité. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. C'est votre numéro de téléphone. Aude est avec nous, bien entendu. Et au sommaire de cette émission, l'Ukraine, le plan de paix chinois peut-il aboutir? À 17h30, on reviendra sur le gouvernement chinois qui a publié ce matin un document en 12 points dans lequel il rejette tout recours à l'arme nucléaire et appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue, Philippe. Oui, Cécile. Depuis quelques semaines, la Chine tente de jouer les médiateurs dans le conflit ukrainien après la visite mercredi du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Moscou. Volodymyr Zelensky aimerait, je cite, avoir une réunion avec la Chine et estime que l'implication de Pékin dans le règlement du conflit pourrait être positive. Est-ce que vous pensez que la Chine peut jouer un rôle de médiateur dans le conflit russo-ukrainien ou vous pensez que ce n'est pas possible? On vous attend pour en débattre avec les vraies voix au 0826 300 300. Et à la question, le plan de paix chinois peut-il aboutir? Pour l'instant, sur notre compte Twitter, pour ceux qui votent, c'est oui à 71%. Et puis, y a-t-il des profiteurs de guerre? À 18h30, c'est le coup de projecteur des vraies voix entre les accusations de corruption qui ont éclaté contre plusieurs hauts responsables ukrainiens et les entreprises internationales qui se précipitent déjà pour signer des contrats pour reconstruire l'Ukraine. La guerre peut-elle être une opportunité pour certains, Philippe? Oui, d'ailleurs, la Commission européenne et la Banque mondiale estiment qu'il faudra au minimum 350 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine. De quoi faire rêver beaucoup de grands groupes qui se ruent déjà pour essayer d'obtenir des contrats alors que la guerre n'est même pas terminée. Vous pensez qu'il y a des profiteurs de guerre? Vous pensez que c'est logique? Dans une guerre, il faut reconstruire et il y a de l'argent à prendre. Vous êtes outrés? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et donc à cette question, y a-t-il des profiteurs de guerre? Vous êtes un grand oui à 99%. Venez nous en parler. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et les vraies voix de ce vendredi sur un air de notre cher et tendre Sétois. Oui, Georges Brassens. Philippe Bilger est avec nous. Comment ça va, Philippe? Mais très très bien. Voilà, très bien. Comme tous les jours, en réalité. Il a pris son petit goûter, il est content. Voilà, grâce à lui, c'est la première fois, ma chère Cécile, que je mange un Kit Kat. Et alors? Non. Mais c'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. Ça croustille et tout. Absolument. C'est Non, croustillant. mais ça donne un petit coup de fouet. Un petit tonus, c'est un bien, petit coup de tonus. Comme on nous avait promis du foie gras qui vient. Non, le Kit Kat pour Philippe Bilger, c'est rendez-vous en terre inconnue. Et en parlant de petits coups de fouet, Loïc Leflanc-Préjean est avec nous, industriel, bonsoir. ça va? Moi, ça va très bien, oui. Oui, vous êtes en forme? Sauf le coup de l'électricité. Ouais, Vous n'avez pas un compliment à me faire tant que vous y êtes. Mais comme Françoise de Bois n'est pas là, je vais être un peu triste. Là. Mais vous allez pouvoir parler, Ah oui. Loïc, d'une certaine manière, on va le regretter peut-être. Pierre-Yves Martin est avec nous. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir. Notre consultant, comment ça? Ça faisait longtemps que vous ne vous avez pas vu. Vous avez fait quoi ces dernières semaines là? J'ai travaillé. Sans nous. Ah bon? J'ai travaillé. Ouais, je Prouvez-le. travaille 3 mois dans la vie et c'était ces 3 mois-là. Non, il plaisante, bien sûr. Il travaille tout le temps, comme nous, bien sûr. 0826 300 300. Grégory est notre vraie voix auditeur aujourd'hui. Bonsoir, Grégory. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir aux vraies grandes gueules. Ouais. C'est gentil. Oui, ça c'est sûr qu'il y a des grandes gueules ce soir. Je vous le confirme. Grégory, vous faites quoi dans la vie? Boulanger à Paris. Justement. Alors, Est-ce que vous Grégory. pouvez nous livrer du pain de mie tranché, s'il vous plaît? C'est pour Cécile de Ménibus. Est-ce qu'il a reçu sa note, sa facture du mois de janvier ou pas? Voilà. Avec vous, l'émission ne fera pas un four. Ah non, ça y est. Elle est presque digne de Philippe David. Presque. Vous lui avez pris. Moi, je l'aurais faite, Cécile aurait dit que je méritais des pains. Oui. Non. Allez, Grégory. Voilà. Grégory, vous allez devoir, vous savez, jouer ou contre Pierre-Yves, ou contre Loïc, ou contre Philippe Bilger, pas Philippe David. Donc il va falloir les écouter, et celui qui est le plus faible, forcément, il faut l'attaquer direct dans le quiz de l'actu. Vous le prenez de pleine bille, comme ça. Bam. Est-ce que vous avez regardé un petit peu l'actu, Grégory?
Un petit peu, oui. Un petit peu. Je vous aurais bien donné 2-3 tuyaux, mais cherchez quand même un petit peu. Vous tremblez pas de peur, là, ça va. Non. Non, en tout cas, vous avez regardé l'actu, vous restez avec nous jusqu'à 19h et vous réagissez exactement quand vous voulez, d'accord ? D'accord, sans problème. Bienvenue Merci. Grégory, et tout de suite... Brassens. Non, pas de Ah non, Brassens, c'est Brassens, c'était la de musique fond. quand Mais on vous a tout à l'heure. présenté. La Oui, quand c'est la on vous musique a de fond. présenté. D'accord, C'était les c'est copains Ringo. d'abord. Richella. Mais Ouais, Et vous savez pourquoi ouais. Il y a 50 ans aujourd'hui, c'était numéro 1 au hit parade de Sud Je Radio. me souviens. Ouais. Belle Je me chanson, souviens. Laisse les gondoles à Venise. Oui. Qui a chopé sur cette chanson? Loïc qui le choque, Préjean, vous avez chopé sur cette chanson? Bien sûr. On peut tout dire. Bien évidemment. Bien sûr. Vous rigolez. Alors maintenant, si vous me donnez si elle est blonde ou brune, ça, je ne peux pas vous dire. Oui, vous les deux. Pierre-Yves Martin, vous avez... Je m'en souviens plus. Ah ouais, bon, Non, mais il allez. n'était pas né, lui, comme c'est sorti. Ah Hein. oui. C'est le plus délicat. Mais oui. Ceux qui racontent leurs exploits sont ceux qui en font le moins. Ouais, voilà. C'est comme Margaret McCain, en fait. Philippe Bilger, une petite amourette sur cette chanson ou pas du tout? Moi, j'adorais les slows. Ouais, ouais. C'était la seule chose que j'allais dire, je savais danser, non, Non. que je dansais. Ouais. Mais aujourd'hui, il C'était faut bien, les les slows. attendre à 3h du matin. Il y en Ah a plus. ouais, ça n'a Ah aucun oui. intérêt. Philippe David, et vous? Bah non, j'avais 7 ans quand cette chanson est sortie. Alors après, c'était un peu ringard quand j'étais ado. Bah Pas ouais, vous comme vous, quoi. On Alors plaisante. maintenant, tu es en train de me traiter de ringard. C'est gentil. Tu me passes la parole le premier, tu me traites de ringard, ça commence bien cette émission. Non, c'était faut pas pas ringard à rigoler. ton époque, mais à la mienne, oui. Ah non. En tout cas, vous souhaite la bienvenue. Allez tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Monsieur le procureur veut requérir contre ceux qui ne savent pas séparer l'homme de l'artiste. C'est amusant puisque c'est la soirée des Césars. J'ai vu, oui, parce que j'ai vu que les Français avaient du bon sens tout de même, lorsque une majorité dit qu'ils continueront à voir ce qu'ils appellent un peu pompeusement l'œuvre de Pierre Palmade. Oui. Pardon, je ne me rappelais pas, Loïc, que j'allais en reparler. L'œuvre de Pierre Ah oui, Palmade... tu m'avais promis de plus en Oui, parler. hein. mais C'est dégueulasse, ça. j'arrête là et donc et même s'il dénonce à une très forte majorité ce qu'il a accompli. Oui. Et je trouve que au-delà de Pierre Palmade, c'est très juste cette propension d'une majorité de Français de comprendre qu'on peut tout à fait dénoncer des actes. Et je pense à d'autres écrivains, voire des génies comme Céline, dont certains refusent de lire les livres à cause des pamphlets antisémites, et continuer à apprécier. Il faut absolument, de mon point de vue, séparer les œuvres des personnalités, et lorsqu'une personnalité est discutable, voire très scandaleusement imparfaite, eh bien, il me semble qu'on a le droit de continuer à aller voir ses films, à lire ses livres. Si on en a envie, on est encore libre, et on peut séparer les deux. Oui. Loïc Le Floch-Prigent. Ah oui, et en particulier sur les films, les livres, je trouve scandaleux la façon dont on mêle les deux aujourd'hui. C'est exactement comme dire Caravage, je ne sais pas quelle lettre c'était. Mais quand on voit les peintures, on est obligé de considérer que c'est magnifique, que c'est des œuvres de l'humanité. Donc je crois qu'il faut arrêter les conneries, quoi. Pierre-Yves Pierre-Yves Martin. Alors, il faut peut-être arrêter les conneries, mais c'est aussi difficile par moment d'arrêter les conneries parce que je pense que on se projette dans des personnalités qui font des choses différentes de notre quotidien, et tout d'un coup, on se rend compte que cette personne, cet artiste, fait des saloperies ou est dégradé sur d'autres plans, et on a du mal à l'accepter parce que juste avant, on l'adorait, cette personne. Et là, ça vient tout remettre en cause. Donc du coup, comme on a besoin de cataloguer les choses et les gens, Et de se projeter dans quelqu'un. se projeter Ouais, dans ouais. quelqu'un, et Ouais. ben du coup, on dit, je ne lirai plus ses livres, je ne verrai plus ses films, etc., etc. Mais est-ce qu'on Et- peut être aussi catégorique? Et en cela, on a tort, puisque ça n'a rien à voir. Ouais. Ouais. Vous trouvez? Il y en a certains qui sont cohérents, hein, Loïc. C'est-à-dire, il y a des gens, en effet, qui refusent absolument. Pierre Palmade, c'est dérisoire. Enfin, pas ce qu'il a fait, mais, Non, mais- l'analyse sur lui, bon, il n'a pas fait d'œuvre à proprement. Mais je pensais à Céline, Jean Genet, c'est exactement Absolument. l'exemple du Caravage. José Giovanni, grand réalisateur de films qui avait quand même été condamné à mort.
Oui, bien sûr. Et qui était quand même un très grand réalisateur de films. Qu'on aime ses films ou pas, soit dit en passant. Hein. Après, l'humour, c'est peut-être différent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut rire encore avec quelqu'un qui, voilà, c'est peut-être, on peut-être le de mettre la à part. même manière qu'on peut aimer le Dieudonné très drôle d'il y a des années et détester celui qu'il est devenu après. Et puis il redevient, il a fait de la repentance. Donc Bon, en tout cas, vous ferez votre propre avis. Voilà. Merci beaucoup pour ce réquisitoire. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Puis on va revenir sur ce grand débat du jour avec cette question sur le plan de paix chinois en 12 parties. 12 points. Est-ce qu'il peut aboutir? Est-ce que le gouvernement chinois peut-il avoir un poids justement sur cette guerre en Ukraine? Pour l'instant, vous dites oui à 69%, en nous disant les Américains ne veulent pas la paix. Donc voilà, on vous attend au standard 0826 300 300. C'est vendredi, on est détendu, mais avec des sujets sérieux. À tout de suite. Bienvenue les amis, on est ravis de vous retrouver. Bienvenue, on est ensemble. Vous partez peut-être en week-end, vous êtes en train de rentrer chez vous ou pas. Vous travaillez comme nous et vous nous écoutez. Merci en tout cas de cette fidélité. Vous pouvez nous regarder aussi sur notre chaîne YouTube et cliquer sur abonner. Vous êtes abonné à la chaîne YouTube Loïc Le Floch-Prigent de Non. Sud Radio? Et mais pourquoi? Et pourquoi? Parce que je sais pas faire, moi. Oh là 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 là, je vais vous expliquer. Non, mais J'accepte les cours. J'ai mon téléphone, il y a pas de Oh problème. d'accord, je vais pouvoir faire des cours. Pierre-Yves Martin, vous êtes abonné? Ouais, je suis abonné depuis longtemps. Ah bon, c'est ça, d'accord. Et Philippe Bilger, elle est aussi. Oui, c'est ça. Il a même pas répondu. J'ai adoré le. Tu sais, il suffit d'une incompétence. Oui, mais tu sais faire fonctionner ces trucs-là? Bah alors, t'es pas abonné. Bah si. Si, c'est sa femme qui l'a abonné. C'est nous. Donc c'est Cécile qui l'a Non, abonné. c'est moi qui l'ai abonné. Voilà. Très bien. Je mets pas qu'à ça, je l'ai abonné à plein de trucs et il le sait pas. Mais je suis pas abonné à Cécile, malheureusement. Voilà, vous n'êtes pas abonné c'est à dangereux, moi. ça. Si, Attendez. bah, vous êtes tous les jours là, vous êtes abonné à moi, Philippe. On est connecting Oui, mais people. je pensais à... Ah oui, j'ai Vous bien avez une compris. alerte Tinder, Philippe Bilger. C'est la mienne. Allez, restez avec nous. Bienvenue. C'est les vraies voix. Bienvenue et 3 mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu. Bonsoir, Philippe. Les vraies voix Sud Radio. J'ai dit Philippe, hein, vous avez remarqué? Parce que j'avais faim de chips, c'est pour ça. Les 3 mots dans l'actu, année, agriculture et cinéma. Une année de guerre depuis l'invasion russe en Ukraine. L'agriculture qui ouvre son salon demain, Emmanuel Macron devrait y passer la journée. Et puis la grande cérémonie du cinéma, les Césars ce soir, avec en lice que des réalisateurs, pas de réalisatrices. Les vraies voix Sud Radio. Великі народи великої України. Un an de guerre, un an de mort et de destruction depuis que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine 24 février 2022. 24 février 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à son peuple. Ce matin, il affirme vouloir tout faire pour remporter la victoire cette année, annonçant une future contre-offensive. À Kiev, le quotidien est rythmé par cette guerre, raconte Lucas Aubin de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il se trouve sur place en ce moment. Pour ne rien vous cacher, depuis ce matin, au réveil, il n'y a plus d'eau dans le quartier dans lequel je suis. Tout simplement, il n'y a plus d'eau du tout. Les robinets sont vides. Hier, il y avait eu quelques coupures d'électricité et de manière générale, on a à peu près 1, 2 ou 3 alertes par jour qui demandent à la population finalement d'aller s'abriter, que ce soit dans les caves ou dans les métros. C'est quelque chose que tous les Ukrainiens vivent depuis maintenant 1 an. Lucas Aubin depuis Kiev, le directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, répondait à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. À Moscou, le Russe Dimitri Medvedev a lui aussi juré la victoire, y allant de sa menace. La Russie se dit prête à aller jusqu'aux frontières de la Pologne. Varsovie qui vient d'annoncer avoir livré ses premiers chars de combat Léopard 2 aux Ukrainiens. Et on en vient à ce déplacement d'Emmanuel Macron demain pour l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Et oui, il devrait y passer la journée tout de même, après avoir dû abréger son passage il y a 1 an, justement à cause du déclenchement de la guerre en Ukraine. Il va y passer la journée cette année, après finalement avoir fait du Sarkozy à Rungis il y a quelques jours. Et bien Emmanuel Macron devrait donc se prêter à une autre figure de style. Ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre. Jacques Chirac flatte les jarrets. Goûte et semble apprécier les produits locaux. Ça, c'est du lait de montagne. Voilà, du lait de montagne pour Jacques Chirac il y a quelques années, pour Emmanuel Macron peut-être demain. Emmanuel Macron qui avait passé 14 heures au Salon de l'Agriculture en 2019, alors reste à voir s'il va surpasser cette performance demain. Mais attention, terrain parfois glissant comme avec cet autre prédécesseur du chef de l'État.
Voilà, le fameux casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Et oui, c'était ça aussi, le salon de l'agriculture. Cette immersion, Philippe Bilger, au salon de l'agriculture d'Emmanuel Macron. Il est intéressant de voir la distinction qu'a opéré un journaliste entre Jacques Chirac, qui paraît-il était lyrique lorsqu'il visitait le salon, pas seulement à propos du cul des vaches, et Emmanuel Macron qui serait plus technique. Il s'intéresse aux détails, mais je crois qu'il ne faut pas lui en vouloir pour ce nombre d'heures. Je crois qu'il s'intéresse véritablement aux gens à qui il parle, en tout cas au salon, me semble-t-il. Loïc Le Floch-Prigent, c'est incontournable pour un président de la République d'aller passer des heures et des heures au salon de l'agriculture, tant l'attachement des Français à la ruralité est fort. Oui, j'aimerais que l'attachement à la ruralité conduise à des mesures efficaces pour que les agriculteurs ne se suicident pas. Et dans ma région, c'est quand même le cas général, parce que ils sont maltraités et gagnent trop peu d'argent, et puis l'écologie politique les met complètement à sec. Donc je crois qu'il faut à un moment être cohérent dans le pays et considérer que si les agriculteurs sont importants, c'est pas seulement un séjour du président de la République, c'est aussi un travail de tous les jours de tous les Français à préférer les produits français et à permettre aux agriculteurs parce que pour la première fois dans l'histoire de la France, nous sommes déficitaires en alimentation. Pour la première fois. Depuis la balance l'origine. commerciale est juste... Non, on est déficitaire. Oui, on est déficitaire sur ce sujet pour la première fois. Oui. C'est-à-dire que en intégrant le vin, et si je m'en intègre le vin et les alcools, et qu'on enlève le vin et les alcools, c'est encore pire. Enfin, on est à 11 milliards de déficit en 2022 sur l'agriculture et l'alimentation. C'est dramatique. Nous, c'est une situation dramatique, et ceci est directement lié au travail qui est fait contre les agriculteurs. Et moi, le jour où j'ai vu à la télévision les gendarmes de l'environnement arriver avec la tenue de gendarme, avec marqué gendarmes de l'environnement, en quoi est-ce que des gendarmes de l'environnement peuvent-ils demander aux agriculteurs, qu'est-ce que vous avez comme produit, vous allez recevoir une amende, tout ça est complètement délirant. On est dans le délire total des agricultures. Alors je pense que si jamais le président de la République peut, à l'occasion de ce séjour de la journée, dire aux agriculteurs, on vous aime et on arrête d'avoir des gendarmes de l'environnement il n'y a pas de sujet. On n'est pas obligé de faire des gendarmes de l'environnement, c'est pas l'Europe qui fait des gendarmes de l'environnement, c'est la France qui fait des gendarmes de l'environnement avec des uniformes avec marqué gendarmes de l'environnement. Soyons sérieux, c'est pas l'Europe qui fait ça, c'est la France. Et ça, c'est insupportable pour les agriculteurs. Mais il y a aussi les traités de libre-échange avec notamment le Mercosur, ça c'est l'Europe qui le fait, comme dirait Cécile, qui met quand même gravement nos agriculteurs en difficulté. Oui, mais on l'accepte. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Europe qui nous oblige, c'est nous qui acceptons que l'Europe le fasse. Non, on a notre libre arbitre, et si jamais sur ce sujet comme un autre sur lequel on peut mettre notre veto, comme on aurait pu le faire, le mettre sur l'électricité, et on l'a pas fait. Non. Je crois qu'il faut revenir aux réalités. L'agriculture est mal en point, et il faut qu'on prenne les mesures pour que elle résiste. Et là aujourd'hui, ça va très vite. La disparition de l'agriculture va très vite. Pierre-Yves Martin. Moi j'aime bien ce parlons vrai, parce que on est passé de quelque chose de très léger, très dans le sourire du parcours incontournable du président de la République au salon de l'agriculture à une question que Loïc pose avec beaucoup de gravité, et je trouve ça très très intéressant. J'ai quand même l'impression, pour mettre un petit bémol, que les enjeux, notamment de l'alimentaire, qui se posent à nous en ce moment, auraient plutôt tendance à permettre à une nouvelle agriculture d'émerger, à une nouvelle conscientisation d'émerger, pour faire en sorte que on respecte un peu plus l'agriculture. Mais au niveau des agriculteurs, il y a aussi un autre sujet qui est un sujet, à mon avis, culturel. C'est que c'est un milieu qui est finalement assez fermé, assez tourné sur lui-même, et qui, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais qui aurait certainement besoin de bénéficier d'oxygène, d'appels d'air d'ailleurs, pour voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Il faut aller le rencontrer, cher ami, parce que c'est pas du tout ça l'agriculture française. C'est des agriculteurs. Pas du tout. Vous avez une mauvaise image des agriculteurs. Je suis pas à la campagne. Il espère pouvoir parler. Je vis à la campagne. C'est pas vrai. Je vis à la campagne, je sais comment ça se passe. Je vis à la campagne, moi je suis pas parisien. Oui.
Donc en fait, et c'est ça. En fait, c'est un milieu qui c'est compliqué pour eux. Ils ont été dépendants des orientations très moyens et court terme des banques, notamment de cette banque agricole sur les financements. Il y a un effet tous les 10 ans. Il faut qu'ils changent de modèle économique, il faut qu'ils changent de mode de production. Et du coup, c'est jamais rentable. Donc, il faut qu'ils investissent surtout énormément. Donc du coup, il y a un sujet d'équilibre économique qui vient perturber aussi leur morale. Et on va parler cinéma, on va terminer avec la cérémonie des Césars, c'est ce soir. Et oui, qui va succéder à Illusion perdue, vainqueur l'année dernière avec 7 statuettes, dont celle du meilleur film L'Innocent, comédie policière signée Louis Garrel avec Noémie Merlan, fait la course en tête, 11 nominations. Juste derrière, on trouve La Nuit du 12, un polar qui raconte l'enquête impossible sur un féminicide, 10 nominations. Et puis encore le dernier Cédric Clapiche sur la reconstruction d'une danseuse de l'Opéra de Paris. Côté meilleure actrice, Virginie Efira, nommée pour Revoir Paris, en témoin d'un attentat dans une brasserie parisienne. Elle a toutes ses chances face notamment à Adèle Exarchopoulos avec le film Rien à foutre ou Laure Calamy avec À plein temps. Chez les interprètes masculins, Louis Garrel et Benoît Magimel sont sur les rangs. Benoît Magimel qui pourrait réaliser un doublé consécutif jamais vu après avoir déjà remporté l'an dernier la statuette du meilleur acteur. Dans la catégorie des meilleurs réalisateurs, Louis Garrel, Cédric Clapiche, Dominique Moll, Cédric Jiménez et Albert Serra sont en lice. Alors une fois de plus, le César de la meilleure réalisation va aller à un réalisateur au masculin. Aucune femme cinéaste n'a été nommée, ce qui suscite pas mal de critiques. Notez justement qu'après les polémiques de l'année dernière, les personnes accusées de faits de violence ont par ailleurs été écartées cette année de la cérémonie. Elle débute à 20h45 sur Canal+. Ça vous choque, Philippe Bilger, qu'il n'y ait pas de réalisatrice ? Ah non, mais les films, j'en ai vu beaucoup, par les femmes, ne me paraissent pas au niveau de ceux que Félix, des 3 premiers, par exemple, qui ont été cités. J'ai vu les 3, ils sont remarquables. Et Louis Garrel, c'est très bon, les acteurs aussi. C'est pas la faute de l'humanité si parfois les femmes font des films très remarquables, d'autres fois moins bien. Mais est-ce qu'il faut que ce soit genré ? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu ? Oui, on s'en fout complètement. Est-ce que c'est pas la qualité du film qui compte ? Elle pourrait avoir sur Plein Temps, c'est un film fabuleux. On s'en fiche. Moi, je m'en fous complètement. Excusez-moi. Voilà. Il faut que le film soit bien. Qu'il soit un homme ou une femme, c'est pareil. Oui, je n'ai jamais regardé. Tiens, c'est une femme, alors c'est bien. C'est un homme. Non, c'est ridicule. Ça devient ridicule. Pareil, Martin. Pareil. En fait, faut qu'on arrête. Mais j'ai l'impression qu'on raisonne par automatisme maintenant. C'est des questions qu'on ne se serait jamais posées il y a 10-15 ans, quoi. Donc, du coup, il faut peut-être être... Non, mais c'est bien d'en parler déjà. C'est bien. Au moins, c'est bien d'avoir du débat là-dessus et d'avoir du pour et du contre. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure pour le clic. Et on va revenir sur ce plan de paix proposé en 12 points du gouvernement chinois, de la Chine. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir à quelque chose ? Pour l'instant, vous dites oui à 64%. Venez nous le dire. On a envie de vous entendre. 0826 300 300. Et si vous êtes chez vous, ça tombe bien, vous sonnez à la porte, on vous ouvre. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous vous êtes arrêté sur Sud Radio, vous avez bien fait, parce que ici on vous accueille avec à bras ouverts. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, Philippe ? Très très bien. Vous allez pouvoir partir en week-end tranquille. Bien, surtout que vous avez quelqu'un d'hilarant. Oui, Philippe David, hilarant, ça c'est sûr. Au théâtre des Deux Ânes, comme ça il fait les deux. Il manque pas de gaz. Ça c'est sûr. Loïc Le Floch Préjean est avec nous. Ça va, Loïc Le Floch Préjean ? Qualité quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il En plus, il est flagrant. Encore un qui me flatte. Et notre consultant entrepreneur aussi, Pierre-Yves Martin, ça va, Pierre-Yves Martin ? Très bien. Voilà, toujours distingué, toujours très chic. Voilà, ils sont chics nos. Il introduit tout de même un peu d'élégance. C'est sûr. Il y a un petit côté smart, mais tous, vous êtes tous plutôt élégants. Bon, à part Philippe David. On ne va pas revenir sur la tenue de Philippe. Non, on va pas le faire 2 fois. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mais la Chine appelle à une solution pacifique. C'est un document très attendu. On y voit 12 points détaillant la position de Pékin. Respecter la souveraineté, abandonner la mentalité de guerre froide, reprendre les pourparlers de paix, protéger les civils et assurer la sécurité des centrales nucléaires. En pleine escalade des relations sino-américaines, exacerbées par l'affaire du ballon de surveillance. Ce sont les États-Unis et pas la Chine qui fournissent des armes sur le champ de bataille. L'approche de la Chine pour résoudre la situation en Ukraine peut se
résumer en une phrase, promouvoir les pourparlers de paix. Je ne suis pas sûr que les Chinois accepteraient d'être sanctionnés économiquement pour avoir fourni des armes à une Russie dont elles se sentent proches et loin en même temps. L'objectif principal de Pékin reste de défendre ses propres intérêts. Le plan de paix chinois peut-il aboutir? Le gouvernement chinois a publié donc ce matin ce document en 12 points sur lequel il rejette tout recours à l'arme nucléaire et appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue. Philippe. Oui, Cécile, depuis quelques semaines, la Chine tente de jouer le rôle de médiateur dans le conflit ukrainien. Après la visite mercredi du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Moscou, Volodymyr Zelensky a déclaré, je cite, « J'aimerais avoir une réunion avec la Chine » et il estime que l'implication de Pékin dans le règlement du conflit pourrait être positive. Alors est-ce que pour vous, Pékin peut être le médiateur dans ce conflit russo-ukrainien qui a commencé il y a un an aujourd'hui? Vous pensez que oui, vous pensez que non? Appelez-nous au 0826 300 300 pour débattre avec les vraies voix. En tout cas, pour notre question posée sur Twitter, le plan de paix peut-il aboutir? Vous dites oui à 64%. On va en parler avec Christian Mallard qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes consultant diplomatique international pour la chaîne internationale I24 News, présentateur du talk show Mallard en liberté et Mallard at large en anglais, in English bien sûr. Avant de revenir vers vous, cher Christian Mallard, Philippe Bilger, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que, alors nos auditeurs disent ce n'est pas un plan de paix, plutôt un conseil de prudence pour la Russie et l'Ukraine. Est-ce que c'est véritablement un plan de paix? Moi, je trouve, encore une fois, avec les limites de mon savoir, par rapport à Christian Mallard, évidemment, je me sens très modeste. D'abord, je rejoins le président Zelensky dans l'appréciation apparemment favorable qu'il donne. Deuxième élément, vous verrez à quel point les vraies voix sont capables de penser contre elles-mêmes d'une certaine manière, puisqu'il y a 2 ou 3 jours, nous avions quelqu'un de passionnant qui est venu dire à quel point la connivence entre la Chine et la Russie était forte. Aujourd'hui, tout de même, la Chine propose un plan qui concerne 12 points, dont certains sont relativement rassurants, et à ce titre-là, je pense qu'il est important de savoir, à ma connaissance, c'est le premier plan de paix structuré, même si peut-être il n'est pas assez précis, qui laisse espérer l'intrusion bénéfique de ce grand pays dans un règlement possible. Donc globalement, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, non, je pense qu'il y a tellement de misère issue de la guerre que parler de paix et par conséquent derrière de compromis est absolument essentiel. Et il n'y a pas suffisamment de voix extérieures qui parlent de paix et de compromis. Et qui portent surtout. Et qui portent. Et donc le fait que la Chine s'y engage, je trouve ça un point positif. Alors qu'il soit à la fin le médiateur, ça je laisserai à d'autres spécialistes de ces conflits, le règlement de ces conflits, le soin de le dire. Mais en tous les cas, ça m'apparaît un point positif que aujourd'hui la Chine parle de paix et prononce le mot paix. Pierre-Yves Martin. Eh ben moi j'ai été très surpris, très étonné, et je l'ai pas forcément interprété positivement. Je me suis demandé quel était le niveau de jeu à plusieurs bandes que la Chine souhaitait jouer. La Chine est très proche, en tout cas un positionnement assez proche de la Russie. La Chine est dans une lutte très féroce contre les États-Unis. Et je me suis demandé comment il fallait traduire cette proposition de plan de paix. J'en sais strictement rien, mais ça démontre encore une plus forte complexité dans l'équilibre des relations internationales en 2023. Est-ce qu'il faut s'en méfier justement, Christian Mallard, de ce plan de paix, comme si je rebondis sur ce que dit Pierre-Yves Martin? Je suis assez d'accord avec Pierre-Yves Martin. Je pense qu'il faut s'en méfier. Les Chinois ont toujours eu des positions très insidieuses, vous savez. Parce que regardez là ce qui est sorti. Il y avait l'Assemblée générale des Nations Unies hier. Oui. Ils se sont abstenus. Bien sûr. Très bien. Entre-temps, ils ont dit bon, on est prêt. Il faut qu'il y ait une reprise du dialogue entre la Chine, entre la Russie et puis Zelensky, entre Poutine et Zelensky. Mais en même temps, moi, je pense que les Chinois ne voient que leurs propres intérêts. Ils ont, si vous voulez, cette faculté de noyer le poisson, si je puis dire, très souvent. Et je pense que c'est un plan sur lequel, c'est vrai, on a toujours dit jusqu'à présent, s'il y en a un qui peut exercer des pressions ou infléchir la position de Poutine,
c'est Xi Jinping, d'accord. Mais jusqu'où peut-il aller? Parce qu'il faut quand même voir la position d'un Poutine qui est quand même très replié sur lui-même, qui ne veut pas négocier, qui joue, si vous voulez, sa propre carte aujourd'hui en disant je ne céderai sur rien. On sait que chez lui, il y a un désir viscéral de reconstruire l'ex-empire soviétique démantelé, que ça ne sera pas simple. Donc je ne vois pas jusqu'où peuvent aller les pressions de Xi Jinping sur M. Poutine. Alors c'est vrai que la Chine est très ennuyée parce qu'on voit bien les conséquences économiques qu'il peut y avoir pour tout le monde, pour l'Occident, pour l'Europe, pour les pays de l'OTAN, et y compris pour la Chine. Et je pense que si la pression maximale est exercée par Xi Jinping, c'est peut-être surtout au niveau économique et qu'il est en train de dire à Poutine, arrêtons ce désastre, il faut trouver une solution de sortie, il ne faut pas perdre la face. C'est peut-être tout ça qui est en jeu pour l'instant. Alors, la proposition en 12 points, reprise du dialogue, respecter peut-être la souveraineté ukrainienne, tout ça c'est très bien, mais c'est vrai que je suis toujours très méfiant vis-à-vis des décisions qui peuvent être prises par Xi Jinping. Philippe Bilger. Christian Mallard, je vous rejoins. J'espérais n'être pas naïf dans mon intervention, mais il n'empêche que aussi cynique ou intéressé que soit l'attitude de la Chine, vous le dites vous-même, on ne peut pas s'empêcher d'approuver ce qui apparaît pour la première fois comme un plan de paix, d'ailleurs fait de certaines banalités, j'en ai confiance, mais qui montre que le cynisme peut aller de pair avec une volonté pour ses propres intérêts d'apaiser une guerre insupportable. Non, tout à fait. Vous avez raison de parler de cynisme, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les Chinois qui sont aujourd'hui, j'allais pas dire les maîtres du monde, mais on voit bien que l'ordre mondial est en train d'être bousculé, il est obsolète aujourd'hui. L'ordre mondial issu de 1945, avec impulsion américaine bien entendu, tout ça est dépassé. Et les Chinois sont en train de vouloir refondre l'ordre mondial international, l'ordre mondial, avec la Russie. Et puis on verra. Mais ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'ils font partie de ce que George W. Bush appelait à l'époque les rogue states, les États voyous. Et je pense qu'en effet, la Chine ne se démarque pas suffisamment de pays comme la Corée du Nord, de l'Iran, avec laquelle ils ont de bons entretiens et de bonnes relations. Et je pense que les Chinois vont peut-être, c'est pas une certitude, vont peut-être fournir, c'est ce qu'on disait encore hier, des armes sophistiqués, des drones kamikazes à la Russie dans son combat contre l'Ukraine. Il faut, je crois, certaines clarifications du jeu chinois. Mais là où vous avez raison, Philippe Bilger, c'est de dire que pour l'instant, pour la première fois depuis ce conflit qui dure, donc qui fête son premier anniversaire aujourd'hui, on a une petite lumière d'espoir en se disant c'est le géant de la planète numéro 1, c'est la Chine, qui peut peut-être exercer les pressions nécessaires pour sortir de là. Mais encore une fois, je prends ça avec des pincettes. Christian Mallard, une question courte avant qu'on ait le 0826 300 300. Est-ce que ça prouve pas justement qu'aujourd'hui la Chine, qui était incontournable sur le plan économique, est devenue incontournable sur le plan diplomatique? Parce que rappelons-nous, il y a 22 ans, quand il y a eu l'intervention américaine en Afghanistan, pays avec lequel la Chine a une frontière, petite certes, mais une frontière, la Chine n'a joué aucun rôle, alors que là, l'Ukraine, elle n'a aucune frontière avec, et elle veut jouer vraiment un rôle. Oui, elle veut vraiment jouer un rôle, vous avez raison, parce que je pense qu'ils s'aperçoivent que ce conflit risque de durer, de s'inscrire dans la durée. Je ne sais pas s'il faut se dire rendez-vous à Kiev en 2024, mais je pense qu'en effet les Chinois voient leurs propres intérêts économiques, et en même temps, je me dis, mais pourquoi ils feraient autant de concessions, autant de propositions, dans la mesure où ils ont vraiment décidé d'être en guerre contre les États-Unis, qui est leur ennemi numéro 1, ou leur rival numéro 1, contre l'Occident, et ainsi que la Russie. Les Russes et les Chinois jouent le même jeu contre l'Occident. Poutine déteste l'Occident. Poutine ne veut pas rien entendre. Et c'est vrai que Poutine se dit peut-être qu'il a le temps pour lui. N'oubliez pas que par référendum, il s'est fait prolonger au pouvoir. Il a 71 ans aujourd'hui et il s'est fait prolonger jusqu'à l'âge de 84 ans. C'est-à-dire qu'il a encore 13 ans devant lui pour peut-être nous poser un certain nombre de problèmes, sauf accident, sauf coup d'État. Oui, restez avec nous, Christian Mallard. 0826 300 300. Christian, Grégory est avec nous. Grégory, vous vouliez réagir? Oui, le plan de Chinois peut peut-être aboutir, mais il ne parle pas des frontières. La souveraineté ukrainienne, c'est vague. Donc, s'ils disent qu'ils dessinent pas une frontière, il n'y aura pas de plan de paix. Et quand j'entends parler d'État voyou en parlant de la Chine et de la Russie,
que sont les États-Unis qui ont attaqué l'Afghanistan, l'Irak, l'Inde, la Serbie, le Yémen, la Syrie. L'État voyou, je pense que c'est plutôt les États-Unis, c'est pas la Russie ni la Chine. Alors, Christian Mallard. Christian Mallard, et aussi une réponse. C'est vrai que ce plan, il n'y a pas un mot sur les frontières. Quid de la Crimée, quid du Donbass. Et qu'est-ce qu'on appelle respecter la souveraineté des pays? Qu'est-ce qu'on appelle? Là, je pense que Poutine va poser problème. Parce que Poutine a toujours dit que de toute façon, il ne restituerait pas les parties qu'il a conquises, c'est-à-dire dans le Donbass. Et donc, il ne va pas rendre toutes ces parties-là à l'Ukraine. Donc, à partir du moment où il risque d'y avoir un gros blocage, Poutine sera intransigeant sur toute restitution de territoire. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure Xi Jinping va pouvoir faire pression sur lui pour lui dire restitue à Zelensky ce qui lui est dû, une partie de son territoire, mais arrêtons-nous là. Je ne sais pas, c'est peut-être en train de se jouer. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que le problème, ce qui me fait peur... Mais ce serait terrible pour Poutine de perdre la face comme ça, non? Oui, là, il perdrait la face. S'il restitue les territoires, il perd la face, de toute façon. Alors, je ne sais pas jusqu'où il peut aller, et je me dis que même si c'est le géant chinois qui fait pression sur lui, je ne sais pas si vraiment Poutine pourra tout accepter, pourra tout avaler. Et vous avez raison, Cécile, au risque de perdre la face. Et ça, chez Poutine, c'est pas bon, c'est pas de bonne augure. Il ne sait même pas où il dirige. Loïc Le Président. Je crois que chaque dirigeant politique regarde son pays et l'intérêt de son pays. Donc c'est pas plus, pas moins que Poutine, que l'intérêt qu'il considère être l'intérêt de son pays. C'est pas forcément l'intérêt de son pays. Hein, bon. Alors, donc chacun est dans son rôle. Ce qui est important pour moi, c'est que le mot paix est prononcé. Or, ça voudrait quand même dire que l'idée d'un monde bipolaire entre d'un côté la Chine, la Russie et un certain nombre d'autres pays et de l'autre côté l'Occident, cette idée-là ne plaît pas à la Chine. Autrement, elle ne ferait pas ce mouvement. Et ça, c'est très important. Donc, fantasmer sur l'idée que la Russie et la Chine sont deux États qui s'entendent à vie contre nous est quelque chose qui me paraît un peu léger. Et je pense pas que la situation est celle-là. Chacun voit midi à sa porte. La Russie et Poutine, la Chine et Xi, et puis nous de l'autre côté avec beaucoup de côtés, si je puis dire, puisque nous sommes nombreux autour de la table, et chacun est dans son rôle à essayer de faire en sorte que les intérêts de son pays soient sauvegardés. Alors, ce qui est embêtant, me semble-t-il, dans le discours qui a l'air de se prolonger, c'est les termes de victoire. Ce mot de victoire, on n'est jamais victorieux d'un conflit. Il y a toujours, on sort toujours dans des situations de compromis, y compris quand on a eu une victoire. Il faut vite oublier qu'on a eu la victoire et faire l'inverse précipitamment si on veut que la paix soit derrière. Donc c'est compliqué. Alors quelle va être la solution? On n'en sait rien, mais si jamais le mot paix est prononcé, déjà on avance vers la solution. Oui, ce que je voulais dire, Cécile, et je répondais à M. Le Floch-Prigent, c'est qu'en effet, il avait raison de dire l'alliance Chine-Russie. C'est une alliance de circonstances. On sait que la confiance n'est pas au rendez-vous à 100%, de même qu'il y a une alliance de circonstances. Circonstances, c'est le terme clé, à mon avis, entre l'Iran et la Russie. Quand on sait pertinemment à quel point Poutine se méfie des Iraniens et joue de temps en temps, et vous le savez si vous avez suivi comme tout le monde l'actualité, joue la carte des Israéliens, parce que c'est quand même, pour faire comprendre ça à notre auditoire, c'est pas toujours simple, quand il y a une alliance tacite entre Poutine et Netanyahou, parce que Poutine disait à Netanyahou, ok, quand vous allez bombarder un certain nombre de positions du Hezbollah ou des troupes iraniennes qui sont en territoire syrien, moi ça m'arrange parce que je ne peux pas accepter que les Iraniens veuillent contrôler toutes les zones dites stratégiques à l'intérieur du territoire syrien. Donc si vous voulez, on est dans des alliances de circonstances, des alliances fluctuantes, et pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu contre l'Occident, contre les États-Unis, de la part de la bande des quatre, comme je les appelle, c'est-à-dire Corée du Nord, Iran, Russie, Chine. Il faudra voir les résultats. Mais vous avez raison de dire le mot paix, pour l'instant, est prononcé pour la première fois. Donnons-lui sa chance, et puis on verra. Mais je pense que ça ne sera pas si simple. Christian Mallard, à part les États-Unis, qui, franchement, parlons vrai, qui peut s'opposer à la Chine? La réponse est dans votre question. Bah ouais. Donc oui, l'Occident, ok, super, mais tout le monde pliera face à la Chine à un moment donné, non? Je ne sais pas, mais les Américains, de toute façon, on voit bien à quel point
Joe Biden est déterminé à mener son combat économique, politique, il ne veut pas laisser la maîtrise du monde aux Chinois, ça c'est clair. Maintenant, il y a aussi le problème de Taïwan qui pourrait, je mets ça au conditionnel, qui pourrait se poser ultérieurement. Donc il y a tout un jeu tactique des uns et des autres pour l'instant, mais c'est vrai que affirmer un certain nombre de choses sans qu'on ait toutes les données, ça serait un peu présomptueux de ma part. Mais je pense que de toute façon, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est inquiétant pour l'Occident, c'est qu'on est vraiment en perte de vitesse par rapport à cette poussée chinoise d'un côté, iranienne de l'autre, russe d'une certaine façon, et donc ce qui fait que l'avenir ne s'annonce peut-être pas forcément sous les meilleurs auspices. Pierre-Yves Martin. Ouais, moi j'ai l'impression que les lignes bougent. Il y a une série en un mois, il y a une série de 4-5 événements très forts. Il y a la visite du président américain qui est quand même quelque chose, dans le symbole, qui est quand même quelque chose de très fort. Il y a les dernières déclarations de Poutine, il y a ce fameux plan de paix chinois. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses qui se passent. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, et c'est bien la première fois qu'il y a autant de mouvements, même symboliques, dans un temps, dans un espace-temps aussi concentré. Après, c'est peut-être aussi le résultat naturel et logique de l'énergie dépensée par le président ukrainien pour aller solliciter toutes les présidences dans le monde entier. On n'aura pas dit on ne pourra pas dire qu'il n'a pas tout essayé. Oui. Exactement. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant, et peut-être qu'aussi, comme ça nous dépasse ce sujet de diplomatie, hein, il y a toute une face cachée qu'on n'est pas capable d'appréhender. Peut-être qu'aussi, derrière tout ça, il y a des nouvelles luttes, des nouvelles rivalités qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas. Il nous reste un tout petit peu de temps, Philippe Bilger, si vous voulez réagir. Il ne faudrait pas oublier un élément, Pierre-Yves, dont on pourrait parler. C'est le discours de Medvedev hier, où il a l'air de prévoir ce que des analystes, même très pro-Ukraine, ont l'air de suggérer. C'est une guerre qui va durer longtemps et qui va être une guerre de position, peut-être avec une forme de séparatisme. Donc, c'est intéressant de voir la concomitance entre la Chine et ce discours de Medvedev. Le mot de la fin, peut-être, Christian Mallard. Écoutez, je pense que j'allais dire, on est dans une position wait and see, attendons de voir, parce qu'on n'a pas tous les éléments, on ne dispose pas de tous les éléments pour dire voilà ce qui va se passer pour l'instant. Je vois que les Chinois sortent du bois, sérieusement cette fois-ci avec cette proposition en 12 points, mais encore une fois, ça mérite d'une plus grande clarté pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Et puis encore une fois, je parlais des alliances de circonstances entre la Chine et la Russie tout à l'heure, mais est-ce que Poutine, qui me paraît parfois de façon très intransigeante sur beaucoup de points, est capable de lâcher du lest. Et là, je rejoins un peu ce que disait Philippe Bilger à l'instant, par rapport aux propos tenus par Medvedev, à savoir que moi, j'opterais plutôt, mais je peux me tromper, je ne détiens pas la vérité, qu'on risque de partir pour une guerre de longue durée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian Mallard, consultant diplomatique international pour la chaîne internationale I24 News et présentateur du talk show que je vous conseille d'aller voir, Mallard en liberté, Mallard at large. Merci d'avoir été avec nous, vous restez. Merci. On reste ensemble dans quelques instants. Le quiz. On va voir qui fait le temps du quiz de l'actu, parce que là, ça sent le winner, là. Moi, je vous le dis, ça sent le... Là, il y a de la triche dans l'air. Hein. Vous parlez pour vous, Philippe Bilger. Oui, de la triche et de la mauvaise foi. Mais ça, c'est marqué dans le règlement. Vous pouvez. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Bienvenue avec Philippe Bilger. Et puis aussi avec Philippe David. Vous le savez, il est avec nous depuis tous les jours. Et on est ravis. Pierre-Yves Martin est avec nous. Loïc Le Floch-Préjean est avec nous. Et puis Grégory, notre boulanger, est avec nous. Ça va, Grégory ? Ça va, ça va. Grégory, tout de suite, c'est le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et j'ai envie de vous dire, Grégory, attachez-vous bien à votre chaise, parce que là, ça devrait déménager aujourd'hui. Attachez-vous à vos baguettes et à vos miches. Et vous allez devoir jouer contre ou Philippe Bilger, contre Pierre-Yves Martin, ou contre Loïc Le Floch-Préjean. C'est à vous de nous dire. J'ai joué contre Pierre-Yves Martin. Ah, Pierre-Yves Martin. Donc on est avec vous, Grégory, Oui. Loïc et moi. Voilà, Loïc. Donc commencez à craindre. Nous, on est très mauvais. Attention, allez, top démarre. C'est une question d'actu qui porte le nom d'Ovalie.
J'ai pas compris. Qui porte le nom d'Ovalie? Ovalie. C'est pas du rugby, c'est pas une actrice porno? Non. Non, vous confondez avec Ovidie. Ovidie. Je pas le début du commencement d'une idée. Ovalie. C'est le monde du rugby. Allez, 3 propositions. C'est le monde du rugby. Pour moi, c'est le monde du rugby. C'est la mascotte de la Coupe du Monde de rugby. 2, c'est effectivement une actrice porno. Ou 3, c'est l'égérie du Salon de l'Agriculture. Ah ben, bonne réponse de Grégory, il l'a dit le premier. C'est effectivement l'égérie, donc la vache du Salon de l'Agriculture qui s'appelle Ovalie. Et c'est une vache de Salers magnifique. Mais je suis contente que vous connaissiez Ovidie, l'actrice porno, Philippe Bilger. Pour avoir le plaisir de dîner chez vous, il y a tous ces DVD dans votre bibliothèque. De loin. Et puis je peux m'intéresser même aux femmes non porno. C'est ça. Question sport, tiens. Une réédition totale. Je suis d'un éclectisme. Allez, question sport, les amis. Qu'a promis la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra en faveur des sportifs ukrainiens en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024? Qu'est-ce qu'elle a pu leur promettre? Le gîte et le couvert. Non. Grégory, une idée? La nationalité française, peut-être? Non. On vous donne 3 possibilités. Allez, on y va. 1, une médaille d'honneur. 2, 1 million d'euros. 3, une minute de silence à l'ouverture des Jeux. Une médaille d'honneur. Qu'est-ce que vous avez dit, Grégory? Minute de silence. La une. Non. La une. Ah bah c'est la 3 alors. Non. C'est la 2. C'est la 2, il y a des points pour personne. C'est pour Cécile. 0. Elle leur a promis 1 million d'euros. Voilà, 1 million. Pas par raclette pour la délégation. Absolument. C'est l'État qui paye. C'est nous, c'est pas l'État, c'est nous, Grégory. J'ai essayé. On avait écarté cette solution parce qu'elle est tellement. Parce que c'est nous qui la payons. Donc c'est elle qui dit voilà, je vous donne ça et c'est nous qui payons. Et donc, comme on ne savait pas comment vous l'annoncer avec Philippe David, on le fait par le biais de l'amusement. Moi j'appelle ça une mauvaise nouvelle. On n'est pas brillant. Toujours 1-0 pour Grégory. Mais on sauve la République quand même. Grégory, vous aimez le foot? J'aime bien regarder le résultat, mais je regarde pas le foot. Bon, en tout cas, Philippe Bilger va vous aider. Question foot. Quel coup de tonnerre vient de frapper l'équipe de France féminine de foot? Vous êtes largué aujourd'hui, c'est pas possible. Il n'y a pas une affaire avec la joueuse Amraoui? Non, c'est autre chose. C'est une autre joueuse. Bon, vous savez pas. L'entraîneur a été viré? Non. C'est au niveau du coach, de la coach. 3 propositions. Elle vient d'être disqualifiée de la Coupe du Monde d'Australie. 2, Wendy Renard, la capitaine des Bleus, vient de claquer la porte. Et Corinne Diacre, la sélectionneur, vient de claquer la porte. C'est 3. Non, c'est la 2, Philippe. Bonne réponse de Philippe Bilger, la 2. Elle a claqué la porte à nouveau. Wendy Richard a quitté les Bleus. 2-0. Oui, c'est pas la première fois qu'elle exprime son. Oui, allez, on y va. Question accusation. Quelle ville française accuse l'État français pour son inaction face à la pollution de l'air? Grenoble. Bien de réponse. Bravo, Grenoble. C'est c'est étonnant, ouais. 4-0. J'ai pas vu l'info, mais je me doutais que c'était cette ville. Il y a des logiques dans la vie, vous avez raison. Une question artiste. Selon le classement Billboard, quelle chanteuse américaine a le plus vendu dans le monde en 2022? Allez, je vous aide. 1, Beyoncé. 2, Taylor Swift. 3, Billie Eilish. 1, Billie Eilish. Non. Bien, non, 2 alors. La 2, bah oui. 1 point. Allez, une dernière question, 4-1, donc c'est plié. Question interdiction. À partir du 1er mars, quelle pratique commerciale sera interdite les week-ends, jours fériés et en dehors l'appel téléphonique de démarchage. Bonne réponse, bravo. Quel talent. Voilà, j'ai toujours dit que c'est le démarchage commercial par téléphone. Bravo Grégory. Voilà. Ah, mais il est bon. Grégory, il est bon. Hein. Et vous allez tranquille. Grégory, c'est lui qui vous êtes dans quel quartier? On a raison de soutenir les boulangers sur le prix de l'électricité. Dans le 17e. Vous avez mené ce quiz à la baguette. Grégory nous a aidé à gagner. Voilà, c'est ça. Et où ça dans le 17e? Grégory, on peut avoir le nom de votre boulangerie? C'est Petit-Nid, rue du Cardinet. Oh, Petit-Nid, c'est mignon. Bon, on viendra vous voir. Ouais, grave. Vous restez avec nous, en tout cas, vous continuez à commenter l'actualité avec nous, Grégory, merci et bravo d'avoir gagné surtout. Bravo. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David, on regardera ce qui clique sur les réseaux sociaux. Et ce sera un coup de gueule partagé pour la première fois. C'est un coup de gueule partagé, absolument. Et puis le tour de table de l'actu des Vrais Voix, on a hâte de savoir ce qu'ils ont à dire et pour une fois, c'est pas si con, hein, tout de suite.
Des vraies voix et des vrais cerveaux aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous, Loïc Le Floch-Prigent. Sans dépression, absolument. Loïc Le Floch-Prigent est avec nous, Pierre-Yves Martin est avec nous. Vous avez vu Philippe Bilger, je vous avais pas cité. Philippe David, je vous ai pas cité. Non. Hein, c'est règlement de compte à Hockey Sud Radio. Non, mais nous deux, on n'en a pas, c'est bien connu. C'est eux les talents, c'est pas nous. Non, nous on a des cerveaux bien faits. Eux, ils sont bien pleins. Oui, c'est ça. C'est pas idiot. Dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Pas des alertes. Et ce sera le tour de table de l'actu des vraies voix dans quelques instants. En attendant, c'est le coup de gueule partagé de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Oui, un coup de gueule partagé. On prend la direction des Hautes-Pyrénées. Bonsoir Jean-Monique. Bonsoir. Alors, vous êtes maire d'Aragnoët dans les Hautes-Pyrénées. C'est dans votre commune que se trouve la station de ski de Pion-en-Galy. Et on voulait vous donner la parole sur Sud Radio, car vous vivez une situation ubuesque. Vous avez alerté sur la chaîne de télé France 24 en disant, je cite, « Il n'y aura plus personne. 90% des lits sont dans ce cas de figure. » Vous parlez des hébergements de la station de Pion-en-Galy. Expliquez-nous. Oui, moi je partage tout à fait la volonté de travailler pour améliorer l'étanchéité, tous ces problèmes thermiques. Et la station de Pion-en-Galy, qui a été construite dans les années 80, c'est-à-dire il y a 36 ans, qu'il n'y a plus eu, jusqu'à il y a 3 ans, de bâtiments nouveaux. Et donc par conséquent, cette station qui était totalement pilote à sa création a vieilli, parce qu'à ce moment-là, ces problèmes-là n'étaient pas dans les tablettes des architectes et des constructeurs. Maintenant, comme d'habitude, comme depuis longtemps, moi qui suis un élu ancien des Hautes-Vallées, l'État prend des décisions brutales, non concertées, et nous imposant de rétablir les normes environnementales et d'étanchéité dans un délai très court, ce qui est absolument impossible parce que d'une part, il coûte très cher, et donc il faut donc les programmer. Deuxièmement, il n'y aura pas les entreprises qualifiées pour pouvoir faire partout à la fois la requalification de ces immeubles. Et si cela n'est pas fait, et si on applique d'une façon aussi brutale la loi dans un délai très court, la plupart des appartements de nombreuses stations des Pyrénées ne seront plus adaptés, ne pourront plus être loués. Ça sera une crise économique énorme pour les stations de sport d'hiver. C'est un véritable bashing. Alors même que déjà il y a assez de difficultés, je ne parle pas pour la station de Pion-en-Galy parce que c'est la plus haute des Pyrénées françaises, c'est les pistes les plus hautes et c'est celle où les études réelles récentes de tous les scientifiques disent que dans 25 ans il y aura encore la station de Pion-en-Galy. Donc ça veut dire qu'il faut donner le temps au temps pour que au moins les stations qui resteront dans une stratégie qui est la nôtre de 4 saisons, ce que nous avons déjà développé depuis 3 ou 4 ans, eh bien on ne peut pas avoir des mesures aussi brutales, chirurgicales, sans concertation. Jean-Monique, c'est sur la loi climat dont vous parlez, les passoires thermiques. Loïc Le Floch-Prigent veut vous interpeller rapidement. Cette loi climat et résilience, c'est une loi affreuse parce qu'effectivement, personne n'a regardé les conséquences de cette loi. Personne. Nous avons essayé, avec le mouvement éthique de patronal, le mouvement patronal, de leur dire attention à ce que vous allez faire. Mais c'est vrai pour vous, monsieur le maire, c'est vrai pour l'ensemble des industriels qui ne peuvent plus aller là où ils veulent, c'est vrai des gens qui ne peuvent plus louer leurs appartements parce que ils n'ont pas atteint les normes qu'il fallait. C'est un désastre complet, et c'est un désastre complet sur l'ensemble du monde du bâtiment aujourd'hui en France. L'ensemble du monde du bâtiment. Et parce que on ne veut pas regarder les conséquences des lois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle l'étude d'impact. Les gouvernants veulent qu'on fasse des études d'impact, nous, mais ils sont incapables d'en faire eux. Et cette étude d'impact de la loi doit être faite. Et elle n'a pas été faite. Un mot pour conclure, Jean-Monique. C'est une loi, comme le disait notre ami Loïc Le Floch-Prigent, il n'y a pas eu d'étude d'impact. Vous demandez quoi au pouvoir public très rapidement ? De l'organiser sur un temps plus long, en tenant compte de toutes les réalités locales et pas simplement des cabinets ministériels.
Dans quel délai vous devez mettre ça en œuvre, théoriquement? Pour demain ou hier? Oui, presque, mais juste avant après-demain. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un délire très rapide. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et on suivra bien entendu cette affaire. Merci pour ce coup de gueule, Philippe David. Tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et au top clic, Félix Mathieu, c'est un triste anniversaire très commenté aujourd'hui, 1 an de guerre en Ukraine. Et il y a 1 an, la Russie agressait l'Ukraine. Écoutez très attentivement ce que disaient les oppositions politiques françaises, écrit Laurent Sénis, qui joue au petit jeu des archives cruelles sur Twitter. Cruel pour Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. La Russie n'a aucun intérêt. Il y a des dizaines de milliers de personnes, de soldats russes qui sont postés à la frontière. La Russie, je vous donne je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Je considère que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie. Vous y pensez à une invasion possible? Non, mais je ne le crois pas du tout. Je vois vraiment pas ce que les Russes feraient en Ukraine. Archive cruelle, je vous l'avais dit, ce premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine avec, pour l'occasion, plus léger, quoique une photo prise depuis l'espace et partagée par l'astronaute français Thomas Pesquet. Tous les anniversaires ne sont pas bons, écrit-il. Aujourd'hui marque la première année de conflit en Ukraine. Pensez à tous ceux qui sont touchés par ce drame. Faisons en sorte que ça s'arrête. Voici une photo de Kiev que j'ai prise avant la guerre. Et Pesquet partage cette immense image pleine de détails qu'on peut voir en zoomant. Pour la réaliser, il avait à l'époque en fait collé plusieurs clichés quartier par quartier. C'était en 2021, donc quelques mois avant les destructions. Et allez, on passe au pire des réseaux sociaux, Félix Mathieu. La même scène étrange se répète en Chine, des alignements de jeunes gens qui se filment dehors sur leur smartphone. Oui, dans le froid, ils espèrent récolter comme ça un peu d'argent, un revenu d'appoint. Le streaming extérieur, ça se développe pas mal en Chine et ça consiste à s'asseoir face à son téléphone puis à diffuser en direct, en chantant, en discutant, en faisant des blagues ou pourquoi pas en dansant, en racontant sa vie pendant des heures. Alors les plus gros influenceurs, ceux qui ont beaucoup d'abonnés, parviennent à gagner beaucoup d'argent depuis chez eux avec le streaming, la vidéo en direct, mais les autres sont prêts à tout pour se faire repérer car sur Youdian, le TikTok chinois, eh bien les utilisateurs peuvent donner de l'argent en direct aux streamers, aux vidéastes amateurs qu'ils apprécient. Et comme le résume crûment l'une de ces jeunes streameuses en extérieur depuis un pont à Guilin dans le sud de la Chine, quand on est très belle, on peut gagner de l'argent en diffusant depuis son salon, mais quand on a un physique plus ordinaire, alors eh bien il faut imagicien, se mettre dehors pour se faire repérer dans le froid, en mitouflé, en grelotant en direct parce que ça, eh bien ça attire la sympathie, pour ne pas dire la pitié des internautes qui vont donner davantage d'argent. Alors par exemple de 21h à 3h du matin en direct dehors à Guilin, l'une d'elles raconte gagner l'équivalent de 80 €, les bons jours, à peine 1 € les mauvais, en plus de leur éclairage, de leur smartphone. Certains de ces aspirants influenceurs apportent donc aussi un chauffage d'appoint et puis des couvertures pour ne pas tomber malade. Mais ils sont complètement fous. C'est complètement dingue. Je crois qu'on a perdu Philippe Bilger. Oui. Il pense déjà à sa prochaine vidéo TikTok. J'étais en train de me questionner là-dessus. Je vois pas. Moi, je t'imaginerais bien. Sur un pont avec des petites couvertures là. Remarquez Philippe David, si on les mettait tous les trois dans le froid, on les met en direct et on voit celui qui gagne le plus. C'est cruel. Alors je sens que je perdrai. Non, mais vous savez pas. Soyez pas modeste. Vous savez pas. Allez tout de suite. Moi, pour une fois, je suis pas sur le quiz, je sais que je gagne. Pourquoi vous y allez comment? En short? J'ai aucun problème avec le froid. Ah bon? D'accord, très bien. Moi qui sur le plan intellectuel que je suis pas frileux. Pas mal. Et encore, je me vante. Pourtant, c'est la Saint-Modeste aujourd'hui. Pourtant, je vais être en désaccord sûrement avec Loïc, donc je suis pas frileux. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On revient dans un instant. Petite pause. Bienvenue dans les vraies voix. C'est Sud Radio, on est ravis de vous retrouver. On vient d'entendre dans la pub des filets mignons. Nous, on en a 3 des filets mignons. On a Philippe Bilger. C'est vraiment pas sympa ça. Mais si, c'est mignon, les filets mignons. Non, d'habitude, moi, elle me traite d'andouille. Alors, c'est pas la même partie. Moi aussi, je me traite d'andouille. Donc, je peux. Mais non, c'est mignon, des filets mignons. Oui, mais on voudrait pas en rajouter. Non, allez-y, et chargez-moi. Non, si, moi j'adore. Vous nous avez appelé mignon. Filet mignon. C'est gentil. Bah oui, c'est mignon.
Ils sont mignons. L'andouille, il faut savoir si elle est de Ouire ou de Guéméné. Ouais, de Guéméné, c'est un choix difficile. Ah, c'est bon à manger. Ah, c'est très bon. C'est bon, c'est dodu, c'est dodu, on a envie de lui prendre. Bref, Philippe Bilger. Il paraît que ça fait beaucoup. Oui. Loïc Le Floch Prigent est avec nous, Pierre-Yves Martin est avec nous. Et tout de suite, le coup de projecteur de l'actu des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Pinot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger voulait revenir sur encore une agression sexuelle en pleine rue à Thouars. Ah oui, en fait, malheureusement, elle n'est pas très originale. Là, c'est un jeune homme de 18 ans qui agresse une petite fille de 9 ans. Elle-même est courageuse, résiste, elle fait interpeller le jeune homme. Mais ce qui m'intéresse, Cécile et Philippe, vous l'avez remarqué, c'est depuis quelques mois, de plus en plus l'insécurité continue à augmenter, mais elle est aujourd'hui sans vergogne. C'est-à-dire que il y a des actes qui hier étaient dissimulés, qui aujourd'hui sont commis au su et au vu de tous sur la voie publique. En pleine rue. C'est tout de même quelque chose qui révèle une avancée dans la malfaisance. Et c'est comme si en réalité les transgresseurs n'avaient absolument pas peur des forces d'autorité et d'ailleurs souvent ils n'ont pas tort. Comme à Senon, à côté de Bordeaux, où même chose, une fillette a été agressée et un adolescent est venu lui porter secours. Pierre-Yves Martin. En fait, si on regarde différemment les choses, c'est peut-être simplement le renforcement de notre lâcheté collective, parce que quand il se passe quelque chose, le collectif est pas capable de réagir, pas capable d'intervenir, de maîtriser les sujets. Je le vois aussi comme ça, cette histoire. En l'occurrence, Pierre-Yves, heureusement, on a eu la jeune victime qui a été courageuse. Oui, absolument. Loïc Le Floch Prigent. Oui, c'est l'ensauvagement de la société qui est clair, hein. Donc qu'on regarde chaque jour et sur lequel on n'a pas vraiment suffisamment réfléchi et pas de remède. Génial. Hein. Et même mais je rebondis sur ce que vous dites, Pierre-Yves. C'est terrible. Moi, je suis encore une fois, je suis pas un Parisien. Moi, je suis un régional de l'étape. Donc, moi, je vais dans des villages et où effectivement, il arrive des choses qui n'arrivaient jamais auparavant. Parce que je rebondis sur ce que vous dites, peut-être le manque de courage de certaines personnes, sauf que de plus en plus, ils sont armés d'armes blanches, ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Oui. Donc, et tout le monde nous dit, et quand vous discutez avec la police, on dit ne faites pas justice vous-même. Enfin, après, c'est difficile d'intervenir ou pas intervenir. Ouais. Et puis, moi, j'ai une méfiance, j'ai une difficulté, parce que le discours du c'était mieux avant et c'est de pire en pire. En fait, je sais pas, parce qu'en fait, quand vous regardez l'histoire sur du long terme, en termes de violence, franchement, je sais pas c'est de pire en pire. C'est différent, mais c'est peut-être pas de pire en pire. Je sais pas. Un petit peu quand même. Je pense que c'est quand même bien pire qu'il y a 50 ans. Hein. Bon, la banalité, les réseaux sociaux, mais je pense qu'on a des pouvoirs de plus en plus lâches. Je pense qu'à une certaine époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, certes, mais il y avait des pouvoirs qui étaient plus autoritaires, qui n'avaient pas honte de l'être. C'est clair, non, faut pas charrier. Quoi. Oui, et Loïc Le Floch Prigent, les artisans, vous qui nous sa facture d'électricité, comme vous disiez à Grégory, notre boulanger. Oui, c'est ça. C'est que moi, je voyage pas mal. Je vois les petites entreprises avec lesquelles je suis en contact, où je dirige, Et puis, comme j'ai passé pas mal de temps ici, mais pas seulement ici, à parler du prix de l'électricité et du fait que le prix était élevé, mais que le coût n'avait pas varié. Hein, c'est-à-dire que nous avions toujours le même coût de revient. Et le prix de revient. Et puis, les boulangers sont venus me voir, donc j'ai passé beaucoup de temps avec la Fédération de la boulangerie, puis avec les commerçants, puis etc. Maintenant, quand je fais le tour des villes et des villages, je vais voir les gens, dire comment ça va, etc. Et il se trouve que j'en reviens. Et j'ai posé la question de savoir si ils étaient contents de la facture qu'ils avaient reçue. Et pour la première fois depuis 10 ans ou 20 ans, ils n'ont pas reçu de facture de janvier. Ils n'ont pas reçu de facture. Ah non, ils n'ont pas reçu de facture. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Bah oui, parce qu'on a reçu des mots du gouvernement nous disant qu'il fallait qu'on fasse, qu'on s'inscrive, ou etc. Bon, mais on comprend rien.
Alors effectivement, il y a eu des mots qui ont été des lettres qu'on a obtenues, c'est vrai, où il faut cocher des cases. Mais on ne sait pas quelle cache cocher, très bien. Alors vous n'avez pas fait, ben non, on n'a pas fait. Alors je suis allé voir l'expert comptable. Puis je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il faut que je mette? Alors l'expert comptable a dit, je sais pas. Alors donc il y en a un qui a dit ça à l'antenne en disant, ben voilà, l'expert comptable a dit ça, et la ministre de la transition énergétique lui a répondu, il faut changer d'expert comptable. Le problème, c'est qu'il y a pas de ministre. Donc on est dans un pays où si finalement, pour éviter d'avoir un problème, il suffit effectivement, aujourd'hui, je reconnais, que les factures soient pas envoyées, comme ça on ne sait pas si on va avoir les payer ou pas. Donc je trouve que c'est sympa, et comme on ne sait pas comment remplir le papier qui permettrait d'avoir un bouclier, et qu'on ne sait pas, mais qu'il faut de toute façon changer d'expert comptable, on est un pays de fous. Et donc je crois que maintenant, il faut vraiment que le gouvernement et les parlementaires se remettent au travail en disant, voilà, j'ai un coût qui n'a pas varié, il n'y a pas de raison que le prix varie. Et alors, on est en train de s'apercevoir que l'électricité, c'est un sujet, mais hier, pas plus tard qu'hier, on s'est aperçu qu'effectivement, le prix du gazole et de l'essence n'avait rien à voir avec le coût. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, au cours de la période qui vient de s'écouler, l'État a prélevé beaucoup plus sur l'essence et le gazole qu'avant. Oui. Donc on a un coût équivalent, mais le prix a monté de façon erratique. Donc je plaide pour que désormais le gouvernement, à chaque fois qu'il fait quelque chose, nous explique comment on passe du coût au prix. On fait pas de réaction, on passe directement à votre tour de table. Vous pensez, Pierre-Yves Martin, qu'on se dirige vers une société du fait divers? Il reste même pas 2 minutes. Eh ben, en moins de 2 minutes, j'ai cette impression-là, effectivement. Je me demandais, je retraçais un petit peu les actualités depuis un mois et demi. Et en fait, depuis un mois et demi, il n'y a pas une semaine où dans les 2 premiers titres d'un JT, d'une actualité, il y a un fait divers. J'ai rien contre les faits divers, mais je trouve ça un peu inquiétant de mettre à ce niveau d'importance un fait divers, avec ce relais des médias qui sont capables, notamment des chaînes d'infos, qui sont capables après de retisser l'histoire pendant une semaine, etc. Et donc du coup, en termes de maturité et d'intelligence de société, il me semble dangereux de voir une société évoluer effectivement vers la primauté du fait divers sur le fond. Et de ce fait divers, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, on n'a rien trouvé de mieux que des ministres réagissent dans l'immédiateté et proposent du coup une nouvelle loi pour recadrer et éviter un nouveau fait divers. Et je trouve ça très inquiétant. Mais est-ce que ça sert pas finalement? Parce que là, j'imagine que vous parlez de Pierre Palmade, mais est-ce que ça sert pas? Parce que derrière, on va dérouler quelque chose en fait. Les choses vont changer. Non, je pense qu'il va rien se passer parce que en France, par exemple, le dispositif législatif est suffisamment riche. On n'a pas besoin d'imaginer de faire de nouvelles lois. Il faut déjà appliquer celles qui existent. Non, c'est une diversion par rapport à une situation qu'ils ne veulent pas affronter. Et donc la diversion est belle. La diversion est belle. On trouve une diversion tout le temps. Je vous trouve un petit peu sévère, Pierre-Yves. Pour une fois. Non, mais en parlant du fait divers qui relève presque d'un langage un peu condescendant, méprisant. Oh, pas pour du moi, tout, non, mais c'est beaucoup utilisé. Les crimes et les délits graves, c'est normal qu'on en parle. Alors je discuterai, comme vous, la hiérarchie des sujets dans les journaux ou dans les journaux télévisés. Non, mais le fait d'être, par exemple, le fait d'être médiatisé, des drames, ce qui est arrivé avec l'affaire Palmade, des drames de ce type-là, il en arrive toutes les semaines. Oui. Et en fait, c'est bien la première fois qu'on évoque ce sujet, mais on l'a monté comme ça parce que le type est médiatisé. Voilà, c'est un peu inquiétant, quoi, cette société de l'image, du paraître. Peut-être parce qu'on changera un peu on peut être d'accord avec Pierre quand même. Mais moi, je suis souvent d'accord. Mais j'introduis une dissidence purement artificielle. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On reviendra sur une question qui est particulièrement cash, celle qu'on a posée avec Philippe David. Y a-t-il des profiteurs de guerre dans cette guerre de l'Ukraine? Plusieurs hauts responsables ukrainiens ont été récemment, vous le savez, accusés de corruption, et puis pas mal
d'entreprises internationales attendent peut-être de pouvoir signer des contrats pour reconstruire l'Ukraine. On se pose cette question pour l'instant. Vous répondez, ça n'a pas bougé. Vous dites oui, il y a des profits d'Erdogan, 99%. Je crois que c'est réglé. 0826 300 300 vous attend standard. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et dans ce conflit, plusieurs hauts responsables ukrainiens ont été récemment accusés de corruption et des entreprises internationales qui se précipitent déjà pour signer des contrats pour reconstruire l'Ukraine. La guerre peut-elle être une opportunité pour certains, Philippe? Oui, Cécile. D'ailleurs, la Commission européenne et la Banque mondiale exigent qu'il faudra au minimum 350 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine. De quoi faire rêver beaucoup de grands groupes. Alors vous êtes d'accord et vous pensez que finalement c'est la loi du marché? Il y a de l'argent à faire, guerre ou pas guerre, il faut en faire pour une entreprise qui est là pour gagner de l'argent, ou vous pensez que pour vous c'est amoral et que ce n'est pas normal? Venez nous le dire au 0826 300 300. Avec nous Anne Mazoyer, présidente de Fair Value Corporate et Public Affairs, cabinet français indépendant de conseil en affaires publiques et politiques, basé à Paris, Bruxelles, Londres, Rome et Varsovie, et spécialiste des questions ukrainiennes. On va déjà faire un tour de table des vraies voix. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger? Est-ce qu'il y a toujours des profiteurs de guerre? Oui, alors j'allais dire que dans l'histoire, je n'imagine pas qu'il y ait une guerre où il n'y ait pas eu des parasites, des exploitants de la guerre elle-même. Mais en revanche, il faudrait bien distinguer dans votre question les profiteurs, j'allais dire, frauduleux, de mauvaise foi, des gens, des parasites de l'horreur et des destructions des autres, de ceux qui, d'une certaine manière, vont aider un pays, même en profitant, mais parce qu'ils sont nécessaires pour le reconstruire. Je ne voudrais pas que toutes les aides et tous les gens, toutes les sociétés qui vont intervenir soient qualifiées de profiteuses alors qu'elles accomplissent un travail que finalement il est nécessaire qu'elles fassent. Loïc Le Floch-Prigent. Vous vous souvenez du regretté Cabu qui avait un beauf qui était là toujours et qui disait il nous faudrait une bonne guerre. Oui, c'est vrai. Et lorsque je vous entends, c'est à ça que je pense à Cabu et qui nous a fait rire aux larmes à cet égard. Donc il n'y a que des profiteurs de guerre. Et le problème, c'est de savoir, comme le dit très bien Philippe, à quel niveau on profite. Bien sûr. Et donc, le fait de reconstruire, le fait aujourd'hui de vendre des armes, de fournir des armes, donc c'est l'industrie de l'armement. L'industrie de l'armement est très contente de fournir des armes, etc. Donc, on voit bien la difficulté et par conséquent, ça rejoint l'idée que j'avais tout à l'heure, c'est parler de paix est quand même l'origine de tout, parce que reconstruire un pays qui continue à être sous les bombes, c'est très difficile. Et ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut préparer la reconstruction, mais d'abord, il faut arriver à la paix. Oui. Pierre-Yves Martin. Pour moi, la guerre, c'est un moment de temps où le cadre traditionnel n'existe plus, où il n'y a plus de légitimité. Comme disait Clausewitz, c'est le moment où la diplomatie s'arrête. Exactement. Et du coup, c'est tout à fait logique qu'il y ait des entre guillemets des nouveaux acteurs qui rentrent en puissance pour mener des influences, pour faire de l'argent. Ça a toujours existé. Ce que je veux simplement dire, c'est que peut-être qu'en France, la question qui est posée, notamment par rapport aux grands groupes, aux entreprises, c'est que comme on a une relation un peu compliquée avec l'argent, avec les entreprises qui dégagent de la croissance, on peut aussi imaginer qu'une entreprise soit là juste pour dégager des profits. C'est quand même son objectif numéro 1 au départ, quoi qu'on en dise. Et que du coup, on a peut-être tendance à voir d'un mauvais œil des entreprises qui veulent se développer, qui veulent être présentes sur des marchés qui sont à reconstruire, etc. Et que comme on est avec une morale un petit peu judéo-chrétienne, c'est un peu plus compliqué peut-être en France qu'ailleurs, je sais pas. Anne Mazoyer, pardon, sur Clausewitz, il a dit, ce qui est beaucoup plus intéressant par rapport à l'Ukraine, la diplomatie et la continuation de la guerre par d'autres moyens. La continuation de la diplomatie par d'autres moyens. C'est ce que j'allais vous dire. Mais on lui apprend des choses. C'est bien, c'est pour ça qu'il vient tous les jours. Anne Mazoyer, justement... On sera moins bête en sortant d'ici. Les médias en ont peu parlé, mais on l'a vu sur le site du ministère des Finances. Il y a eu une rencontre mi-décembre, donc il y a un peu plus de 2 mois, entre Emmanuel Macron et le Premier ministre ukrainien pour déjà parler de la reconstruction de l'Ukraine. Où est-ce que ça en est? Parce que
les médias en ont pratiquement pas parlé, et là ça en parle à bas bruit. On voit qu'à Varsovie il y a un salon qui s'appelle Rebuild Ukraine, reconstruire l'Ukraine. Où est-ce qu'on en est? Et en fait, si vous voulez, je voudrais revenir sur un principe de base qui est de dire qu'effectivement la diplomatie s'arrête en temps de guerre, mais que ce qui est le plus important, c'est de la faire continuer, et le seul moyen de la faire continuer, c'est via la diplomatie économique, et non pas par la diplomatie politique. Les politiques se rencontrent, et c'est très bien, et ça fait un moment qu'ils se rencontrent, mais cette anticipation, elle doit reposer sur des faits concrets qui ne peuvent être menés que par des entreprises. Alors, je voudrais aussi revenir sur un point qui me paraît extrêmement important quand on parle de profiteurs. Et on va revenir sur les entreprises. Mais moi, j'ai été malheureusement dans les camps dès le départ, c'est-à-dire dès le mois de mars. Ce que j'y ai vu, je ne l'oublierai jamais. Et les profiteurs que j'ai vus, ce n'étaient pas des entreprises. J'ai vu des hommes et des femmes qui attendaient des enfants pour des réseaux et pour alimenter des réseaux de pédophilie. J'ai vu des hommes et des femmes attendre des jeunes femmes ou des femmes moins jeunes mais qui étaient très attractives pour les intégrer à des réseaux de proxénétisme. J'ai vu des pseudo-ONG qui étaient là pour soi-disant essayer de servir de courroie de transmission financière et qui n'étaient là que pour leur propre profit, et il n'y avait pas d'entreprise. En fait, en mars, il n'y avait pas d'entreprise. Les entreprises qui se sont mobilisées, et je pense qu'on peut être très fiers, c'est les entreprises françaises qui étaient présentes, la diaspora française qui était présente à Varsovie a fait un travail exceptionnel, je dois le dire. Des grands groupes comme Orange et comme d'autres, vraiment ont fait un travail fantastique, même des banques que je dois citer comme la BNP Paribas. Il y a eu de très très grands groupes polonais qui se sont engagés les premiers. Je rappelle, parce que je m'appelle Jankowska également, que en fait la Pologne a accueilli 7 millions de réfugiés en un temps record, qu'aujourd'hui il reste encore 3 millions d'Ukrainiens sur le territoire polonais, et que les premières tentatives de corruption que nous avons pu constater, c'est vis-à-vis des civils, et non pas des entreprises qui ont essayé de profiter d'un système de reconstruction. Mais il faut oublier l'idée d'une guerre chirurgicale qui n'existe pas. Qui n'a jamais existé. C'est une chose abominable, c'est une chose tragique, et qui touche non pas seulement des militaires. On nous a montré des centaines de milliers de photos de militaires qui se battent et qui sont des hommes et des femmes excessivement courageux. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des civils qui sont la proie de toutes les tentatives, je dirais, d'exaction, et pas seulement de la part des militaires. Il ne faut pas oublier qu'une guerre, c'est une chose, encore une fois, d'une violence inouïe, qu'il y a eu des journalistes également, français et étrangers, qui ont été tués. Ils ont fait preuve également d'un engagement assez exceptionnel. Et donc, je voudrais revenir sur cette question des entreprises, parce que vous ne pouvez pas reconstruire et refinancer un pays sans une entreprise, sans une cohorte d'entreprises. Donc, évidemment, comme dans toute armée... La question était volontairement provocatrice. Oui, oui. Hein. Voilà. Mais comme dans toute armée, vous avez donc des saints et vous avez des salauds. Pardonnez-moi cette trivialité, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, l'Ukraine n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui donne de l'espoir. Et l'espoir, c'est l'intérêt qu'on va porter à son pays. Et comme vous aurez pu le constater, du reste, il y a quand même une migration du centre de gravité économique de l'ouest de l'Europe vers l'est actuellement, pour toutes les raisons que vous venez tous de décrire parfaitement, c'est-à-dire d'abord, pour la reconstruction, 350 milliards de dollars, ça n'est pas rien. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a un savoir-faire à l'est, qu'il y a des richesses minières et un positionnement géopolitique exceptionnel. Et que de ce fait-là, enfin, peut-être l'Union européenne a pris conscience de cette zone des pays de l'Est, et notamment de la Pologne et de l'Ukraine, comme étant effectivement aujourd'hui peut-être un des leaders futurs de ce qui risque... et de ce qui doit se passer au niveau de l'Union elle-même. Vous restez avec... Allez-y, à votre avis, hein, pour non pas aller dans le sens de Loïc Le Floch-Prigent, est-ce que ça a du sens de faire cet énorme travail aujourd'hui alors que nous ne sommes pas assurés de la paix ? Alors, votre question est d'autant plus pertinente que l'incertitude règne de toute façon dans toutes ces questions. Personne ne peut dire quand la guerre va se terminer.
Ce qui est certain, c'est que moi, ce que je crains, c'est véritablement l'enlisement de cette guerre. Un enlisement qu'on pourrait comparer d'une toute autre manière à ce qui s'est passé dans le conflit israélo-palestinien, qui dure quand même depuis 1948 et voilà, qui n'empêche pas qu'il y ait des chantiers, qui n'empêche pas qu'il y ait des entreprises, qui n'empêche pas qu'il y ait des projets industriels ou de sociétés de services, qui n'empêche pas la population de vivre, avec tous les risques que ça comporte. Donc, je vais vous dire une phrase terrible, mais je pense que cette histoire, c'est le risque qu'on va essayer de transformer en opportunité. C'est-à-dire que nous ne savons pas si cette paix va arriver d'ici quelques mois, soi-disant sous la férule des Américains. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense une guerre froide, en fait. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Biden est venu faire ce qu'il avait à faire de toute façon. Je pourrais le comparer d'une autre manière à ce qu'avait essayé de faire Kennedy au moment où il était venu à Berlin. Je pense que ça va rester de la communication. Voilà, c'est mon métier, donc c'est pour ça que je le dis, mais je pense que ça va rester de la com, qui peut donner de l'espoir également, qui peut donner un engouement, qui peut donner une impulsion, mais ça va rester de la communication. En revanche, moi, ce dont je suis à peu près certaine pour connaître quand même assez bien la zone, c'est que Poutine ne va certainement pas renoncer, et que contrairement à ce que nous disons les uns et les autres, nous ne savons pas où en sont les forces russes. Nous n'avons aucun moyen de le contrôler. Autant nous avons des moyens de contrôler ce qui se passe avec l'Ukraine, avec, je dirais, les pays de l'OTAN, autant on ne sait pas ce qui se passe. Ils résistent quand même. Tout le monde dit que c'est une catastrophe. Très bien, mais ils non, sont on ne sait rien. 0826 300 300, Grégory est avec nous. Vous vouliez réagir, Grégory? On vous écoute. Oui. Alors, il y a plusieurs profiteurs. Hein. Il y a déjà le gouvernement ukrainien. On sait que 60% des aides et des armes qui arrivent en Ukraine ne vont pas à la guerre et aux Ukrainiens. Il y a bien sûr BlackRock qui attend que ça. Les USA, bien sûr, via Nord Stream, profitent grandement de cette guerre puisqu'ils ont engrangé 25 milliards de plus grâce à la vente du gaz. Après, gaz de schiste, pour remplacer le gaz de schiste. Et après, il y a des pays qui profitent grâce à l'Europe, on va dire l'Inde, qui nous revend du pétrole russe, le transformant en diesel, la Chine pareil. Et nous avons aussi des gens qui veulent profiter en France, par exemple Bouygues, via LCI, essaye d'amadouer le gouvernement. Alors ça, c'est votre point de vue. Oui, ça, Grégory. On peut pas vous laisser. Mais voilà, il y a beaucoup de profiteurs de guerre en ce moment. Mais quand on parle, par exemple, des profiteurs de guerre, vous permettez, j'élargis, mais moi, on me dit le prix du paquet de riz a explosé. Excusez-moi, quand j'achète du riz, il vient de Camargue, il vient de Thaïlande, il vient d'Inde, il vient du Suriname ou des États-Unis, mais j'ai jamais acheté de riz ukrainien de ma vie. Je sais pas vous, peut-être que vous mangez du riz ukrainien dans votre assiette, Cécile, j'en sais rien. Est-ce que ça, c'est pas aussi des profiteurs de guerre dont on parle pas? Non, mais de toute façon, on sait très bien aussi que l'Ukraine fournissait en très grande partie l'Afrique et que du reste, un des pays qui a été, un des continents qui a été le plus touché par cette tragédie, c'est effectivement l'Afrique parce qu'elle était abondamment nourrie par l'Ukraine et par le blé ukrainien et pas par le riz et par le blé russe. Et ce que je voudrais, pour répondre à ce monsieur qui a raison, et je comprends sa révolte, Grégory, c'est que il faut bien comprendre une chose, c'est que la reconstruction, c'est un long processus. Et c'est un long processus qui ne s'improvise pas, qui malheureusement draine effectivement toute une cohorte de profiteurs, mais vous n'y pouvez rien, c'est malheureusement la nature humaine. Mais ce que je voudrais dire également, c'est qu'il y a des infrastructures qui vont être créées, à la fois portuaires, aéroportuaires, des infrastructures ferroviaires. Nous, on travaille sur un projet exceptionnel à notre cabinet qui s'appelle CPK et qui va faire de l'aéroport de Varsovie un des plus importants probablement dans toute l'Europe et dont vont partir des dizaines de voies et de lignes ferroviaires à haute vitesse dans toute l'Europe pour pouvoir justement faciliter la mobilité, faciliter, je dirais, les échanges et peut-être aussi servir de levier de compétitivité. Donc, c'est comme la langue des vous avez tout et son contraire, mais vous avez aussi des entreprises, et Bouygues, pardonnez-moi, en fait partie, qui s'investissent énormément et qui font tout pour essayer de négocier avec les autorités, que dans les autorités, il y ait de la corruption, mais vous avez des tas de pays dans lesquels il y a de la corruption. Je ne voudrais citer aucun autre pays au monde, même des pays mais il y en a beaucoup. Et je ne citerai aucun pays parce qu'il vaut mieux rester. On est corrompu pour gagner le quiz. Vous savez, donc, Philippe Bigard nous achète tous les jours. Est-ce qu'il y a un pays irréprochable?
Non, parce que c'est la nature humaine, de toute façon. Mais je voudrais vous poser une question. Loïc Le Floch-Prigent va certainement. Vous voulez rebondir, Loïc Le Floch-Prigent? Parce que quand il y a eu la guerre en Irak, Alors, il y a 20 ans, en 2003, des multinationales américaines comme Halliburton avaient déjà les contrats pour reconstruire les bâtiments qui allaient être détruits avant même qu'ils aient commencé la guerre. Alors Dick Cheney, vice-président américain, était au conseil d'administration d'Halliburton. Il n'y avait pas du tout de 39 milliards pour Halliburton, c'est ça? Il n'y avait pas du tout de conflit d'intérêts. Est-ce que les Français avaient été exclus suite à l'opposition de la France à la guerre en Irak? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises françaises sont en bonne position pour la reconstruction de l'Ukraine? Alors oui, parce que... Alors c'est plus la Mitteleuropa, la zone d'influence de l'Allemagne. Alors oui, d'abord parce que les Français sont quand même... Enfin, il y avait beaucoup de Français qui étaient présents quand même déjà en Ukraine et dont beaucoup ne sont pas partis, qui ont été extrêmement courageux. Des sociétés qui ont vraiment choisi de ne pas quitter l'Ukraine. Il faut savoir également que le MEDEF international a organisé une délégation au tout début du mois de février d'une vingtaine d'entreprises pour commencer à regarder et à rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs et à voir quels étaient les besoins, parce qu'il n'y a pas seulement les interlocuteurs, mais quels sont les besoins. Et dans le cadre de ce salon que vous citiez, Philippe, que tu cites, Philippe, très clairement, vous avez une organisation qui était absolument remarquable entre toutes les régions d'Ukraine qui étaient présentes et qui justement près du micro, qui pouvaient justement présenter leur cahier des charges de manière à ce que les entreprises puissent être ciblées dès le départ et qu'elles puissent répondre de la meilleure manière possible. Loïc Le Floch-Prigent. Il y a deux éléments. Il y a le premier élément qui est celui que Madame Madoué est en train de développer, qui est celui des infrastructures. Et sur les infrastructures, il est clair que l'ensemble des entreprises françaises est bien mieux outillé que les autres entreprises européennes. Et par conséquent, il est naturel que les grands groupes français d'infrastructures se trouvent aux premières loges. Je considère qu'aujourd'hui, ils le font très bien. Et ça, c'est la reconstruction, je dirais, du pays en infrastructure. Il y a le deuxième volet, qui est beaucoup plus compliqué, qui est celui de l'industrie ukrainienne, dont on avait, comme l'industrie polonaise d'ailleurs, beaucoup sous-estimé l'excellence et les éléments qui nous importaient, nous. Et on s'est aperçu qu'un certain nombre de chaînes de fabrication en Allemagne et en France se sont arrêtées lorsqu'il y a eu Mariupol. Lorsqu'il y a eu avec l'ensemble, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait des éléments qu'on ne pouvait pas voir. Alors, moi, sur les choses que je fais, je sais qu'il y avait un atelier qui existait en Pologne, qui faisait la même chose que les Ukrainiens, mais un petit atelier, et par conséquent, qui ne pouvait pas rendre. Et donc, c'est un peu ça. Et c'est cette compétence ukrainienne qu'il faut absolument conserver pour rebâtir une véritable industrie. C'est-à-dire que l'Ukraine va se rebâtir avec des infrastructures, certainement, mais avec une industrie, parce qu'il y a des compétences en Ukraine qui étaient liées hélas, à la partie la plus orientale et la partie sur laquelle les combats se font, et qui était un pôle d'excellence, de compétences industrielles, etc. Et là, le Donbass était le plus gros pôle sidérurgique à l'époque de l'URSS. Absolument. Et là, on a des trucs qui rentrent du gros matériel très solide, etc., qui était extrêmement bien fait dans le Donbass et qui n'existe plus. Et nous sommes en train, les uns et les autres, d'essayer de voir comment on peut y arriver. Donc c'est ça. Ça va être très difficile. Alors ce que je veux dire, c'est que dans un pays qui continue à être en guerre, c'est très compliqué de faire des infrastructures et dire je vais rebâtir. On ne peut faire finalement que du provisoire sans arrêt. Et là, je dirais que les Français sont pas les plus mal lotis, mais on est plus dans l'administration de type militaire, c'est-à-dire des éléments pour préparer ce qui pourra être fait ultérieurement. Et ça, c'est très très difficile. Voilà. Un mot en 30 secondes. Une micro-question. Est-ce que la démarche diplomatique d'Emmanuel Macron auprès de la Russie a eu des impacts sur la manière dont l'Ukraine accueillerait les investissements et l'implication des entreprises françaises? Attention, on a 30 secondes. Ils font la part des choses. Ils sont très pragmatiques, comme les Polonais du reste. Et donc, il y a le politique et il y a les affaires.
Merci beaucoup. Comme ça. Tout est résumé en une phrase. C'est le talent, 10 secondes. Certains ont l'art de la synthèse. Suivez mon regard. Je ne peux être d'accord avec vous, madame. C'est bien ce qui se passe. Merci beaucoup, Anne Mazoyer, d'avoir été avec nous, présidente de Fair Value Corporate et Public Affaires, un cabinet français indépendant de conseil en affaires publiques et politiques et en communication, basé un petit peu partout en Europe et spécialiste des questions ukrainiennes. C'était passionnant. Vous restez avec nous dans quelques instants. 0826 300 300. Vous avez envie de réagir sur l'un des thèmes d'aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes en standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est la dernière ligne droite. Vous avez eu raison de venir nous rejoindre. Philippe Bilger est avec nous, Loïc Le Floch-Préjean est avec nous, Pierre-Yves Martin est avec nous, bien entendu. Et vous réagissez sur ce qui a été dit depuis 17h. Et avec nous pour en parler, c'est un autre Philippe qui est au 0826 300 300. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. De toute façon, il n'y a pas que des Philippes, mais presque que ça. Ouais. C'est quoi votre deuxième prénom, Philippe? Philippe Manuel. Ah oui, Philippe Manuel, d'accord. C'est bien. Manuel, je vais l'appeler Manuel. Non, Philippe, Philippe, vous vouliez réagir sur le tour de table et sur ce qu'a dit tout à l'heure Pierre-Yves Martin en disant qu'on était une société dirigée par le fait divers. Ouais. Alors du coup, le fait divers en soi, ça me gêne pas, mais je suis interpellé parce que ce discours-là, il n'y a pas que lui qui l'a en ce moment. Mais je rebondis sur cette affaire de Pierre Palmade, là. Parce que, en fait, ça regarde que moi, mais je commence à avoir un peu ce son et ce sentiment qui, du fait que ce soit quelqu'un de connu, en gros, on le met à la page tous les jours, on en fait tout un pataquès, et que oui, c'est Pierre Palmade, mais moi, je trouve que là, ce fait divers-là, s'il peut faire avancer les choses, parce que je vais pas vous prendre trop de temps, c'est que moi, quand je prends le volant, je fais attention, je respecte la loi. Mais quand on roule bourré, drogué, et qu'on va détruire des vies, d'accord ? Moi je suis désolé, il va falloir que là, le gouvernement prenne sa responsabilité. Là, c'est plus avec circonstances aggravantes ou quoi que ce soit, il faut que ce soit criminel, il faut que ce soit, monsieur, vous avez roulé bourré, vous avez roulé drogué, il faut qu'on change la loi. C'est plus possible. C'est plus possible. Ça doit créer un précédent, en fait, c'est ce que vous dites. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que si c'était pas Pierre Palmade, on serait dans le fait divers. Parce que monsieur Pierre-Yves Martin, vous avez raison, des centaines de comme ça, il y en a plein. Ah oui. Mais ça passe aux oubliettes. Et on continue, et on continue, et on continue. Et moi, je suis fatigué de ça. Parce que c'est des familles entières qui sont détruites. Alors que la personne, qu'elle se bourre la gueule, qu'elle se drogue, à la limite, elle reste chez elle. C'est déjà pas son problème, mais ça veut dire qu'à la limite, il faudra qu'il se fasse soigner, mais qu'en plus, il prenne une bagnole et qu'il aille tuer quelqu'un, mais qu'en plus, le gars, il ait des circonstances atténuantes et qu'un mois et demi après, parce que la loi, c'est la loi et on doit la respecter, il est dehors, il se balade tranquillement, parce que c'est le cas ce qui se passe pour le criminel qui a tué le fils du grand cuisinier Alénon. Moi, ça me rend dingue. Et on entend, et on comprend tout à fait. Décidément, les Philippe sont assez remarquables, il faut l'admettre. Mais Philippe, vous avez totalement raison, et d'ailleurs c'est pour cela que le ministre de l'Intérieur, et je ne peux que l'approuver, a l'intention de créer le crime, si j'ose dire, d'homicide routier, qui constituera, pour ceux qui conduisent et qui tuent en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue, quelque chose relevant de la cour d'assises. Donc ça, il vous rejoint d'une certaine manière. C'était le débat qu'on avait vendredi dernier, Cécile, c'était faut-il la création d'un délit d'homicide routier vendredi à la même heure. Vous seriez, parce que vous n'étiez pas là vendredi dernier, Pierre-Yves Martin, Loïc Le Floch-Préjean, pour la création d'un délit d'homicide routier pour les gens qui tuent des gens ou qui en blessent grièvement sous alcool ou sous stup. Je sais pas, j'aurais peut-être une sensibilité à dire oui, mais je dis pas un oui massif parce que je trouve que le sujet est extrêmement complexe. À entendre ce monsieur Philippe, qui est très persuasif. L'être humain reste humain, quoi. Et donc du coup, tout le monde fait des dérapages, tout le monde a un côté sombre et que c'est pas la loi qui va régulariser ça. C'est pas comme si vous n'étiez pas prévenu quand même. Oui. C'est pas un dérapage alors qu'on ne sait pas.
J'entends bien, mais je ne sais pas si ce dispositif-là empêchera ce genre de situation à l'avenir. J'ai dit je ne sais pas. Loïc, rapidement. Moi, je suis un pauvre scientifique ingénieur. Mon problème, c'est est-ce que j'ai les instruments de mesure en temps réel permettant de dire voilà ce qui s'est passé, aussi bien avec les drogues qu'avec l'alcool. Avec l'alcool, ça va assez vite. Avec les drogues qu'on connaît, oui. Les drogues qu'on ne connaît pas, non. On ne sait même pas. Ils ne sont pas encore contrôlés. Ils ne sont même pas encore contrôlés. Donc, faut faire très attention. Moi, je reste un scientifique. Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables d'avoir un instrument de mesure qui nous permet de savoir en temps réel, parce que si jamais vous avez une garde à vue d'un jour ou deux, et si votre réponse elle est dans 3-4 jours, le mec est déjà parti. Donc il y a un vrai problème technique. Il y a un vrai problème technique, et j'aimerais bien qu'on regarde de temps en temps les problèmes techniques avant de émotionnellement donner des lois. Je reprends la loi climat et résilience de tout à l'heure, qui n'est pas applicable. Eh bien, arrêtons de faire des lois inapplicables. Regardons d'abord l'applicabilité des lois avec un processus scientifique connu. Merci beaucoup. Merci en tout cas Philippe, de nous avoir appelé. Merci Philippe Bilger. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Préjean. On vous a entendu dire tout à fait Pierre-Yves Martin. je vais le noter pour la prochaine fois. Tout à fait Thierry. Je vous mets -1. C'est un scientifique qui évacue le cœur. Oui, il y a le scientifique et le cœur. Là, on est 3 contre 2. Philippe David, dans un instant, vous allez parler forcément football. Les vraies voix du sport avec Laurent Jaoui, rédacteur en chef de Prime Video. Vous savez que ça n'a pas été très brillant pour les clubs français en Ligue Europa, mais c'est le week-end du classique OM Paris Saint-Germain, et on va évidemment parler des mauvais résultats en Coupe d'Europe, mais de OM PSG. Et il y a 2 autres derbys, le derby de la Côte d'Azur, Monaco-Nice, et un derby breton, Nantes-Rennes. Et bon, vous en parlez dans quelques instants, et nous on se retrouve Philippe David dès lundi à 17h. Salut, bon week-end.